Nous allons parler du Mali. Paris menace de retirer ses troupes si Bamako signe un accord avec les Russes. Guinée-Conakry, 4 jours de concertation en vue du rétablissement d'un pouvoir civil. Et on revient sur la mort du président Moïse en Haïti. Le procureur demande l'inculpation du Premier ministre. Nous avons comme invité Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Bonjour, Michel Takwa. Allez, on commence donc par le Mali. Les autorités françaises se sont ouvertement inquiétées. Mardi, des discussions entre Bamako et la société privée russe Wagner, avertissant qu'un déploiement de ces paramilitaires au Mali pourrait entraîner un retrait des troupes françaises qui y combattent depuis 8 ans les groupes djihadistes. Cette fois, maître, c'est affiché ouvertement. Non, ce n'est pas affiché si ouvertement que ça, puisque Bamako ne reconnaît pas avoir signé quelque contrat que ce soit. Bamako déclare avoir été en pourparlers avec le groupe Wagner, mais personne. Moscou ne confirme pas non plus qu'il y a eu des engagements vis-à-vis de l'État malien de la part de Wagner, que l'on considère comme étant un faux-né du pouvoir moscovite. Donc jusque-là, je pense qu'on est dans la pure spéculation. Mais même si le ton est donné, on le connaît déjà, ce ton-là, c'est pas nouveau. On n'a pas... la France avait déjà suspendu il y a quelques mois l'opération Barkhane, sous prétexte qu'il se passait à Bamako des choses qui ne convenaient pas et qui étaient incompatibles avec son engagement. Bon, maintenant, le prétexte sera Wagner, ou un contrat éventuellement avec Wagner, et un déploiement de 1 millier de mercenaires, nous dit-on, sur le terrain opérationnel. Bon, si c'est ça le casus belli qui va... en fait, sceller le départ des forces françaises. Bon, je pense que il y a longtemps qu'on s'y attend, plus ou moins. Bon, maintenant, il faut pouvoir le justifier politiquement, et cette justification politique se trouverait beaucoup plus aisée à faire dans le schéma qui consisterait à quitter parce qu'il y a les Russes. Bon, mais la France, pardonnez-moi de le dire simplement, en a un peu marre du Mali. Elle n'y arrive pas, et on a l'impression que les Maliens eux-mêmes n'y arrivent pas. C'est-à-dire que, en fait, la supposition même que le gouvernement malien envisage de pouvoir recourir à une force étrangère, même pas officielle, c'est-à-dire pas une force militaire, parce que la société Wagner est une société civile militaire. Vous voyez un peu, c'est compliqué de faire cet aphorisme-là. Mais c'est un peu ça. Donc, habituellement, on fait appel à une force armée appuyée par un État. Là, ici, on va payer des mercenaires. À quel prix? On ne le sait pas. Moi, j'aimerais honnêtement que les militaires maliens fassent la guerre, c'est leur métier, et qui quittent un peu les palais et les lambris dorés de la République pour s'occuper de ce pourquoi ils sont là. Mais maintenant, ils s'occupent de politique et ils veulent sous-traiter le travail militaire à des gens qui sont totalement étrangers et qui viennent là pour combattre contre de l'argent. Alors, le peuple malien dans tout ça, quel est finalement son profit? Vous pensez que c'est un aveu d'impuissance? Mais totalement que c'est un aveu d'impuissance. Là, pour le coup, oui. Enfin, ils ne s'en défendent pas plus que ça. Ils disent que bon, ils sont ouverts à toute discussion et ils veulent diversifier les sources. Alors, aller s'avilir jusqu'à faire recours à des mercenaires pour la défense de son territoire, c'est vous dire à quel niveau d'ingouvernance on se trouve. Non, là, pour le coup, quand même, on ne fait pas des coups d'État pour venir dire après on va appeler les mercenaires pour se défendre. Tout de même, on pensait qu'ils en avaient quelque part dans le pantalon et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Depuis, on ne voit rien. Ça fait 1 an qu'ils ont fait leur coup d'État. On ne voit rien du tout, que des coups de gueule, c'est tout. Et on fait des coups d'État dans le coup d'État. Vous savez, la dernière fois, quand il s'en est pris au Premier ministre et au président Daou, mais c'était comme s'il y avait un match de foot
et j'aime bien les métaphores footballistiques, vous avez remarqué, et que brutalement, il y a un entraîneur qui dit, bon, mais moi, maintenant, le match ne me plaît pas, je saisis le ballon, je kidnappe l'arbitre, et si le public n'est pas content, ben, je ferme le stade et je les enferme dedans. Et après, bon, c'est moi qui dirige. Enfin, c'est moi qui décide qui sort, qui ne sort pas, etc. C'est un peu ça ce qu'il nous a fait, Monsieur Gouetta. Alors, faut quand même être sérieux 2 secondes. Et quelle est sa légitimité? La gâchette, c'est tout. Il n'avait aucune autre légitimité. Alors, pourquoi lui dicte comment dire, la règle de jeu, comme ça, tout à l'avenant, selon sa guise? Non, c'est quand même quelque chose qui devient absolument insupportable. Alors, maître, comment vous voyez éventuellement 2 forces étrangères sur un même territoire et surtout qui s'opposent, ces 2 pays s'opposent par leur politique? Bien sûr, philosophiquement, il y a tout qui les sépare. Bon, ils n'ont pas du tout la même vision du monde, ni la même vision du développement des pays d'Afrique. Mais et puis, vous savez quoi, personnellement, je suis un peu fatigué par cette acception que nous avons très facile de confier nos destins à des gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui devraient rien avoir à faire chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, qu'on soit encore en train de penser que le salut du Mali viendrait d'une capitale étrangère et serait entre les mains que ce soit des militaires français ou russes, c'est quelque chose qui me laisse toujours perplexe. Faut vraiment qu'on sorte de ça, parce que on est en train de s'enfermer dans une sorte de néolithique de la pensée sur la gouvernance de nos pays. Et on habitue nos élites, nos enfants, à trouver normal que quand on a des problèmes qu'on a créés, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est parce qu'il y a une sous-gouvernance dans ce pays que des forces terroristes sont venues jusqu'à Bamako faire la pagaille qu'ils ont faite. Donc maintenant, il s'agit de leur faire la guerre. En fait, faire la guerre n'est même pas le mot exact. Il s'agit de faire revenir la force à la loi. Vous comprenez? Ouais. Et ça, on ne sait pas le faire. On ne sait plus protéger nos populations civiles, on ne sait plus protéger nos militaires, et nos militaires ne savent plus faire le job non plus. Ils ne savent plus eux-mêmes faire le job principal pour lequel ils ont été formés, qui est de protéger les institutions et les populations. Alors, du coup, maintenant, on spécule. Du jour au lendemain, on décide que ça va se passer autrement. Alors, un colonel de ses humeurs dit, bon voilà, je vais faire sonner la fin de la récréation parce que le président était impopulaire. Certes, il l'était, ça c'est pas faux, mais c'est pas parce qu'il l'était que ça l'autorisait à venir confisquer tout. Et quand on met en place des organes de transition qui décident voilà, c'est ça, c'est un peu ça. En revenant sur le terrain de foot, voilà, l'entraîneur a décidé en cours de match de changer quelques joueurs et il s'énerve et il ferme tout le monde. C'est pas possible. C'est pas admissible. Maintenant, dans la sortie des Français, on sent aussi mettre la trouille de leur côté. On a l'impression que les Français se disent on est en train de perdre quelque chose. Mais écoutez, je ne sais pas ce qu'ils perdent, mais s'il s'agit du champ opérationnel, s'ils ne sont pas au Mali, ils peuvent toujours replier au Niger. D'ailleurs, la force Barkhane et Barouka se trouve, le siège se trouve à N'Djamena et la base opérationnelle se trouve au Niger. Donc, bon, quelque part, ils pourront toujours le faire. Mais ils perdent quelque chose forcément. J'ai toujours dit ici même que la France n'est pas venue là-bas pour les beaux yeux des Maliens. Et si elle fait la guerre au Mali, c'est certainement parce qu'elle y trouve un intérêt. Sinon, on ne viendra pas exposer la vie de soldats français uniquement pour la beauté du jeu diplomatique et pour faire chanter la bravoure du soldat français. Non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et je peux le comprendre parce que chaque pays doit défendre ses intérêts, y compris par des moyens militaires. Si c'est ce qu'ils sont en train de faire, on ne va pas les blâmer pour ça. Les Maliens n'ont qu'à bien tenir leur pays et on n'aura pas besoin de faire venir des Français. Donc on ne va pas non plus se plaindre que des Français se battent lorsque les Maliens ne savent plus le faire.
Donc pour vous, ce sont les Maliens qui doivent tout faire. Absolument, ils sont responsables de leur destin et on ne va pas m'expliquer que les rodomontades de colonels complètement en perte de légitimité et de vision politique vont excuser finalement les forfaits qu'ils ont commis. Parce que après tout, c'est ça aussi. C'est des forfaits et de la forfaiture. Vous ne savez plus diriger votre pays, vous ne savez pas tenir une armée, vous voulez des armées supplétives que vous ne savez même pas diriger. Alors, on fait ça comment? On demande à l'armée française de diriger l'armée malienne. Bravo! On va également parler de la Guinée-Conakry. Des militaires qui ont pris le pouvoir donc, dans ce pays ont ouvert mardi 4 jours de consultation, tous azimuts, pour définir le contenu d'une transition censé ramener les civils à la tête du pays à une date encore inconnue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces concertations, Maître Éric Emmanuel Sosa? Écoutez, j'attends de voir ce dont ça va accoucher, mais quelque part, ça prend une direction qui m'intrigue. Ils sont là depuis 10 jours et on a l'impression qu'ils prennent tout le monde pour leur sous-fifre. C'est-à-dire qu'en fait, on vous convoque, c'est pas des invitations, c'est des convocations, vous n'avez pas le droit de refuser. Et puis surtout, on vient vous dire, mais attendez, il n'y a pas de débordement, nous ne tolérerons aucun débordement. Vous avez vu le ton un peu martial? On a l'impression que ceux qui sont là, les vis-à-vis, sont au garde à vous. Et ils écoutent, mon cher colonel, vous avez raison, mon cher colonel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un débordement dans l'esprit d'un colonel complètement ivre de pouvoir? Je ne sais pas. Peut-être qu'un mot de travers peut s'assimiler à un débordement, une expression un peu trop forte d'une opinion personnelle ou politique peut s'assimiler à un trouble à l'ordre public. L'ordre public dans l'entendement de monsieur colonel superpuissant. Non, écoutez, sincèrement, je ne dis pas bravo. Il y a de quoi s'inquiéter quand on voit comment ça se passe. Mais en même temps, bon, accordons-lui le bénéfice du doute. Peut-être qu'il peut réussir, par la peur qu'il inspire à la classe politique, à les faire enfin accepter dans la discipline de construire quelque chose en commun. Mais alors, s'il faut une gâchette derrière pour que nos hommes politiques fassent le job pour lequel on les élit, alors il y a aussi des questions à se poser et des inquiétudes encore à entretenir. Alors, cette concertation va regrouper presque tout le monde, les chefs religieux, la société civile, les partis politiques. Ces derniers qui, finalement, ont applaudi le coup d'État. Oui, c'est la grand-messe, c'est la bouillabaisse. Mais je dis tout le temps, attention, les coups d'État, ce sont à chaque fois des prurites. Vous voyez, c'est un peu comme le prurite érythémateux d'un corps malade, sur lequel pousse quelque chose qui est un abcès. Un coup d'État, c'est une anomalie. Un coup d'État n'est pas dans l'ordre normal des choses. Donc maintenant, quand il survient, il faut savoir comment en guérir. Parce que c'est comme une fièvre qui monte anormalement. Et comment en guérir? Comment sortir du coup d'État en fin de compte? Sinon, on est dans le coup d'État permanent. Mais malheureusement, il y a coup d'État et coup d'État. C'est-à-dire que maintenant, on a des coups d'État beaucoup plus sophistiqués qui sont entretenus en col blanc par des gens qui sont censés penser les modes de gouvernance, penser les institutions, etc. Donc cela traficote et bidouille les choses pour maintenir au pouvoir une illégitimité. Et maintenant, quand survient l'anomalie, justement, le symptôme maladif, on vient dire c'est anormal. Ben oui, mais il fallait pas. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se plaint du palu, mais qui ne sait pas se coucher normalement dans une chambre fermée, qui dort à des endroits infestés de moustiques et qui après se plaint d'avoir le palu. C'est un peu ça ce qui nous arrive. Donc, quand on a des coups d'État, c'est parce qu'on les prépare. Ou parce qu'on crée toutes les conditions pour qu'elles surviennent. Voyez-vous, c'est ça. Quand vous n'avez aucun moyen prophylactique contre le palu, vous avez le palu. Après, il faut en guérir. C'est bien ça ce dont il s'agit. Donc, c'est une maladie, il faut en guérir. Comment les Guinéens vont en guérir? Ça, je ne sais pas. Mais bon, ces grands-messes là, où en fait, on fait croire que il y a une ouverture. Je suis sûr, j'ai même ma main à couper, que ce monsieur a un agenda.
Lui a un agenda. Maintenant, quand il dit aux autres, il n'y aura pas d'agenda personnel qui sera toléré, mais au nom de quoi il parle? Au nom de sa gâchette. Donc, selon vous, la volonté de cette démarche inclusive cache quelque chose? Forcément, oui. Mais attendez, il ne donne aucune ligne directive. Ouais. Il ne donne pas de délai. Il dit, venez parler. Il écoutera ce qu'il a envie d'écouter. Il prendra dans ce que vous allez dire ce qui lui plaît, lui. C'est ça. Parce que quand j'ai entendu la façon dont il parlait, la façon dont il lisait son discours, j'avais l'impression qu'il avait rassemblé une troupe, quelques bataillons dans un camp militaire, et il était en train de les haranguer en leur disant ce qu'il fallait faire. C'est carrément des ordres qu'il donne. On ne fait pas de la concertation comme ça, le fusil sur la tempe. Parce qu'on a l'impression que pour l'instant, il est de bonne humeur, notre cher colonel. Et quand il sera de mauvaise humeur, tout le monde devra rentrer sous terre. Ouais. C'est ça ce qui se passe. Parce que les gens qui y vont, ils y vont la trouille au ventre. Parce qu'en plus, ça se passe à huis clos, il n'y a pas de portable, il n'y a aucun élément de communication, on n'enregistre rien. Vous appelez ça, vous, une concertation publique? Une concertation qui va accoucher de quelque chose qui sera démocratique? Mon œil. Alors, maître, quand on parle également de développement, personnellement, j'ai un souci et je pose cette question à tout le monde. Le développement, c'est sur une longue période. Cela veut dire qu'ils seront là. Ah ben, oui, vous le dites si bien. Attendez, il ne faut pas faire comme les enfants qui tirent sur un arbre pour le faire grandir. Le développement, effectivement, c'est planter, enfin savoir préparer le terrain, semer et attendre que ça pousse. Donc, ils donnent déjà des signaux qu'ils seront là. Ils sont là tous les jours. Attendez, c'est pas aujourd'hui, c'est la Guinée qui est malade, hein, mais ils sont là tous les jours. Nous n'avons... Écoutez, disons-nous les choses clairement. En Afrique francophone, nos pseudo-démocraties sont des pouvoirs militaires dont les civils sont les hologrammes. C'est tout. D'accord? Disons-nous ça clairement, parce que vous voyez, à chaque fois quand ça se passe, que font les civils? Ils se mettent à genoux. Ils se mettent littéralement à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a la charge de vous protéger, de garder la maison, du jour au lendemain, il rentre dans votre chambre, il vous dit, bon, maintenant c'est moi qui occupe le lit, et tu t'agenouilles et tu me regardes dormir. C'est à peine s'il dit pas, bon, maintenant tu vas me cirer les chaussures, parce que bon, voilà, j'ai quitté mon poste de garde, d'accord, à la porte, maintenant je m'installe dans ton salon, et maintenant c'est toi qui m'apportes la bouffe. Et tout le monde le fait. C'est le fait du coup d'État. Alors, maintenant, quand on me dit... ok, d'accord, cause toujours, tu m'intéresses. On dit, la démocratie, c'est c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Bon, ici, pour l'instant, il dit cause toujours. Le jour où il dira ferme ta gueule, tout le monde fermera la sienne. Alors, maître, quelles seront, selon vous, les réactions de l'opposition aujourd'hui qui applaudit, hein, et surtout avec la manière, on a vu les sorties de Cellou Dalein Diallo et de Sidi Touré qui ont applaudi le coup d'État militaire et qui sont contre d'ailleurs les sanctions de la CEDEAO. Oui. Attendez, oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un enfant de la Guinée, etc. C'est très bien, c'est le fils chéri. On est d'accord. Mais attendez, eux, ils applaudissent parce que c'est celui à qui ils étaient opposés qui est déposé. Que diront-ils demain si, eux, au pouvoir, ils sont déposés dans les mêmes conditions par quelqu'un qui sort fou furieux de la caserne? Ils diront quoi? Que c'est antidémocratique? Que les institutions sont en péril? Non, c'est-à-dire, à chaque fois qu'un homme politique pose de pareils actes, c'est irresponsable. Parce que c'est oublier que demain, il pourrait se trouver dans la même position. Donc, je dis personnellement que je trouve leur applaudissement irresponsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de garde-fous. Les militaires n'ont plus aucune espèce d'opposition. Oui. Plus personne ne trouve anormal leur comportement. Voilà. Donc, il n'y a plus de gouvernement, mais c'est pas grave. Les préfets, maintenant, sont tous en kaki, c'est pas grave. Attendez, c'est une caserne à ciel ouvert, la Guinée. C'est ça ce qu'on veut nous faire croire? Non, mais et on a des opposants qui applaudissent. Ils n'ont même pas... attendez, le mérite de faire une nuance pour dire quand même que ce qui se passe n'est pas normal. Non, ils applaudissent.
Demain, ça leur arrivera. Voilà. Ça, il faut qu'ils se préparent à le subir. Si demain, l'un d'entre eux est élu président de la Guinée. Et qu'il Non, mais est faut déposé arrêter plus ça. tard. On va terminer, Maître Éric Emmanuel Sosa, par Haïti. Bidford Claude, le chef du parquet de Port-au-Prince, la capitale, a demandé mardi 14 septembre au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre. Selon lui, Ariel Henry aurait eu des appels téléphoniques avec l'un des principaux suspects du meurtre. Dans la foulée, il a été limogé par le chef du gouvernement. Alors, c'est la réaction du chef du gouvernement qui limoge finalement le procureur ou bien le chef du parquet. Oui. Vous voyez, en Haïti, en ce moment, nous sommes en état d'anomie. C'est-à-dire que c'est le bordel généralisé. Plus rien ne tient rien. Les institutions sont à la dérive. Hein, elles voguent au gré des vagues, quoi, en quelque sorte. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en train de mener une enquête sérieuse, j'espère, pour déterminer les conditions dans lesquelles un chef d'État a été assassiné dans sa maison. On nous dit que ce sont des mercenaires payés par des hommes politiques venus de l'étranger. C'est-à-dire que la sécurité du président n'a pas résisté à l'assaut de mercenaires venus de l'étranger. Ça peut arriver, on a déjà vu ça. Et puis on nous dit, on fait l'enquête. Au cours de l'enquête, il se découvre que quelqu'un qui est aux affaires, qui a pris la suite du président assassiné, d'accord, serait impliqué. Le travail du juge, c'est de dire ce qu'il a vu. Et le travail sain du juge, notamment lorsqu'il est magistrat du parquet, c'est de requérir au moins l'inculpation. C'est ce qu'il a fait. Et celui contre lequel il a requis l'inculpation le démet de ses fonctions. Alors, à votre avis, des deux, qui doit se démettre? Ou qui doit démettre qui? Dans un pays normal, on doit faire en sorte que, force revenant à la loi, ce soit le Premier ministre qui soit inculpé. Même s'il est maintenu en liberté pour assurer sa défense, il ne peut pas. Dès lors qu'il y a des éléments sérieux qui concourent à son inculpation, sont identifiés dans le dossier, eh bien, le pays fonctionnant normalement devrait mettre en branle toutes les mécaniques institutionnelles pour que celui-là, tout Premier ministre qu'il est, qui se trouve potentiellement coupable, soit mis en position de répondre de faits qui lui sont reprochés. Alors, maître, la réaction de Ariel Henry, est-ce que selon vous, cela prouve effectivement qu'il sait quelque chose de ce dossier? Il s'en défend. Mais en même temps, alors maintenant, cela veut dire, si je comprends bien, que si, comment il s'appelle, le procureur? Le procureur, il s'appelle Bidford Claude. Voilà, Bidford Claude. Si Bidford Claude accepte de déférer à la décision du Premier ministre, il nommera donc un autre procureur beaucoup plus soumis. Attendez, dans ce cas-là, il n'y a plus de justice. Il est le juge principal, il est président de toutes les institutions et il est au-dessus des lois. Donc, il n'est plus Premier ministre, nommons-le empereur. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Au moins, vous savez, quand c'est l'empereur, tout le monde sait. Voilà. L'accusé, c'est commettre un crime de lèse empereur. Au moins, c'est clair. Vous voyez, écoutez, il n'a qu'à réincarner le roi Christophe pendant qu'on y est. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, le commissaire du gouvernement également requérait également une interdiction de quitter le territoire. Alors, maître... C'est la moindre des choses. Attendez, le laisser partir, ça voudrait dire, finalement, le laisser échapper à toute poursuite. Si jamais il est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, comme on le pense. Alors donc, oui, mais vous voyez, c'est toujours comme ça. Si demain matin, il y a un groupe de militaires qui va se pointer devant son bureau et dit « Bon, maintenant, on vous dépose », on va dire « Ils ont fait quoi? Un coup d'État ?» Un coup d'État, voilà. Alors on va commencer par condamner. Exactement. Alors, l'ONU va condamner, etc. On va pousser des cris d'orfraie en disant « Ah, encore ces militaires !» Mais si vous vous comportez comme des voyous, comment voulez-vous que les militaires ne viennent pas, eux aussi, réclamer leur butin? Un tout petit peu. C'est un peu ça. Là, ici, il n'y a plus de vergogne, il n'y a plus aucune dignité. Donc, bon, oui, alors, demain matin, mais qui va donner l'ordre d'aller arrêter ce monsieur? Qui?
Alors, maître, est-ce que cet appel entre Ariel Henry et l'un des suspects est un élément suffisant pour l'inculper? Écoutez, bon, c'est un élément suffisant, et à mon avis, un indice suffisamment grave pour au moins... Parce que quand on dit inculpation, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ouais. On soupçonne, d'après des indices graves et concordants, que vous êtes potentiellement responsable de ce qui s'est passé, soit par fourniture de moyens en tant que complice, ou soit par coaction, parce que bon, mais ce n'est pas quand même quelque chose d'anodin. Celui qui est soupçonné et actuellement recherché d'avoir assassiné ou commandité l'assassinat du président Jovenel Moïse se trouvait dans la zone où se trouve le domicile du défunt président et a reçu ou a passé un coup de fil à 15 minutes de distance 2 fois, enfin 2 coups de fil, à 4 heures du matin au Premier ministre. Il était en communication avec le Premier ministre. C'est-à-dire, il était à la fois, à ce moment-là, en tout cas ça c'est une certitude, le président est mort quelque temps après, il était sur la scène du crime et il communiquait avec le Premier ministre. Ils se sont parlé 2 fois de suite à 15 minutes d'intervalle. Écoutez, si cet élément-là est prouvé, alors le Premier ministre ne pourra pas dire, Ariel Henry ne pourra pas dire qu'il ne sait rien de tout cela et que c'est de la cabale politique. Non. Finalement, est-ce qu'on peut parler de la politisation de la justice? C'est lui qui la politise. Parce que pour l'instant, la justice, elle au moins, sur la base d'éléments qu'elle a décidé de faire son travail. Et c'est lui qui la neutralise en demandant le limogeage du magistrat qui fait le job. Parce que ce magistrat ne fait que son travail. S'il y a séparation véritable des pouvoirs, il n'a aucune prise sur lui et il ne peut pas décider de bloquer l'enquête en le limogeant. Et pour l'instant, silence total du syndicat de magistrature et des autres magistrats. C'est pour ça que je vous dis, en Haïti, actuellement, nous sommes en état d'anomie. Alors, maître, sans doute, il va nous nommer un nouveau chef de parquet. Vous pensez... Complètement à sa botte. À sa botte. Oui, pour que l'enquête ne se poursuive plus. Comme ça, il est tranquille, ce monsieur. Non, c'est un criminel, il faut le pourchasser comme tel. C'est tout. On est... écoutez, dans le cadre d'une enquête, qu'il participe au moins à la manifestation de la vérité en acceptant de répondre à quelques questions. Et qu'il le fasse même en situation d'inculpé. Pour l'instant, vu l'état dans lequel le pays est, il peut être inculpé et continuer d'exercer son métier de Premier ministre. Après tout, pourquoi pas? Présomption d'innocence oblige. Bon, maintenant, s'il a la décence de démissionner, ça serait encore bien. Sinon, je pense que le bon sens voudrait que, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de chaque institution, on devrait pouvoir le démettre et le présenter à la justice. C'est ça ce qui se passe normalement. Merci beaucoup à vous, maître Éric Emmanuel Sosa, pour les explications et surtout avec Minuci. Vous êtes avocat au barreau du Togo. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec les journalistes Adam et Firmin pour Regard Croisé.